Bienvenue à tous, Évasion littéraire, rencontre avec le député et président du Conseil régional de la Guadeloupe, M. Victorin Lurel, pour son livre qui est en dédicace à la librairie Orphie, Lettres ouvertes à mes compatriotes de l'Hexagone, édition Armand Collin. Rencontre et conversation avec M. Victorin Lurel. Oui, bonjour Monsieur le député. Bonjour, bonjour. Alors, Monsieur Victorin Lurel, aucun des présidents de la région Guadeloupe, à l'issue de leur mandat, ont publié d'ouvrage. Comment expliquez-vous votre motivation pour Lettres ouvertes à mes compatriotes de l'Hexagone? C'est une vraie démangeaison. J'ai toujours eu ce désir ardent, c'est presque une sorte de passion chez moi d'écrire. Et j'ai même dit que si je devais demain matin quitter prématurément la politique, je me consacrerais à l'écriture. J'ai beaucoup de choses en préparation d'ailleurs. J'ai quelque chose en préparation spécifiquement sur la Guadeloupe, notamment sur l'évolution politique, parce que j'estime que quelque part la gauche en général a raté quelque chose. On ne fait pas... on fait souvent des anathèmes et pas souvent une autocritique sincère et approfondie pour changer, si j'ose dire, de stratégie. Et je crois qu'il y a des mécanismes qui sont à l'œuvre, des raisonnements qui sont à l'œuvre et qui, à mon sens, sont un peu à côté de la plaque, je le dirais clairement. Et donc, j'espère pouvoir mettre la dernière main à cet ouvrage-là aussi. Très bien. Alors, Monsieur le Président, donc on va revenir sur ce livre, Lettres ouvertes à mes compatriotes de l'Hexagone. Depuis combien de temps observez-vous et vous scrutez, vous, l'Hexagone, et quelles sont les analyses dans les différentes mutations à la fois en Île-de-France et en Outre-mer? Alors, c'est vrai que c'est une vision des deux rives. C'est une vision d'un Guadeloupéen, j'aime pas trop le mot, d'un ultramarin, quelqu'un de l'outre-mer qui observe la société française, chez nous, ici et là-bas. Donc à Paris, mais aussi, disons, à Basse-Terre, à Pointe-à-Pitre, comme ça pouvait être à Fort-de-France ou à Cayenne ou même à Saint-Denis. Ça fait bientôt 10 ans que je suis député. 8 ans, tout à l'heure 9 ans président de région. J'ai le bénéfice, j'ai l'avantage de fréquenter un peu tout le spectre, si j'ose dire, des acteurs, des corps intermédiaires, depuis les éminences ministérielles, gouvernementales ou présidentielles, comme les petites gens, disons ça comme ça. Je vais dans les foyers, je vais dans les familles, je vois les difficultés, je vois les souffrances. Mais j'entends aussi, si j'ose dire, les impressions, les sentiments. On voit ce qui est là aussi à l'œuvre, le capital symbolique, ce qu'on a dans la tête. Et on voit les incompréhensions à l'œuvre. On voit parfois les ignorances, y compris parmi les décideurs. On vote des lois à l'Assemblée nationale, c'est furtif, c'est rapide, c'est préparé par des cabinets. Bien sûr, il faut une technocratie. Parfois, on passe à côté de l'essentiel. Ensuite, deuxième constat, c'est que celles et ceux qui connaissent les Outre-mer disparaissent dans les grands partis de gouvernement. C'est vrai au Parti socialiste, c'est vrai aussi au sein de l'UMP. Votre vision et objectif, la manière dont vous vous adressez justement à vos compatriotes dans l'Hexagone, sur cette France, comme vous venez de dire, mais d'hier, d'aujourd'hui et surtout de demain. Que se passe-t-il pour demain ? Alors, j'espère que demain, la nouvelle intelligence des relations, cette nouvelle compréhension permettra de mieux se comprendre et de mieux décider, d'être plus positif. En fait, on peut s'étonner que je m'adresse d'abord aux hexagonaux et pas forcément à mes compatriotes. Mais je le fais aux deux. Je m'adresse aux deux, même si j'ai d'abord cette volonté de mieux expliquer à mes compatriotes d'ici, parce que la vision qu'on a de nous n'est pas bonne, à mon sens. Elle gagne à être plus nourrie d'éléments, pour être plus éclairée, et peut-être pour faire aimer davantage. Donc c'est une lettre affectueuse que j'adresse aux compatriotes de l'Hexagone, aux hexagonaux. On vous aime bien, mais vous avez vos travers comme moi, j'ai mes faiblesses. Et donc on peut marier tout ça. Et que demain peut être ensemencé d'une connaissance nouvelle. Et donc on devrait améliorer les choses. Mais je dis aussi aux ultramarins, en particulier aux Guadeloupéens, que
les difficultés qui sont les nôtres, ce n'est pas forcément l'autre qui en est responsable ou qui en serait à l'origine. Nous avons parfois des bastilles dans nos têtes. Et s'il faut les faire tomber, c'est là. Les chaînes parfois sont dans nos têtes. Les difficultés sont dans nos têtes. Et que il faut être encore plus positif tout en étant plus lucide. Et comme dirait Césaire, une espérance lucide. C'est ça demain. Lettre ouverte, que montrez-vous dans l'histoire de ce métissage culturel, le combat pour l'égalité, la liberté dans les Outre-mer? Une chose qui gagne à être connue, et qui ne l'est pas suffisamment, peut-être par les intellectuels, mais pas par le public, le grand public, et même par les décideurs ici parisiens. Les Outre-mer ont été un laboratoire formidable, des précurseurs formidables. Et que lorsque, par exemple, en 1789, on invente la belle déclaration des droits, le 26 août 1789, mais ça avait été fait uniquement pour, bien entendu, les nationaux, les hexagonaux, ce n'était pas encore le terme, pour les Français, mais pour l'Europe, pour les Blancs, pas pour les femmes, pas pour les Noirs, et pas pour d'autres religions. C'était fait bon pour les catholiques de l'époque. Il a fallu donc attendre 1793 en Haïti, Boukman et les autres, ensuite Toussaint Louverture, pour universaliser cette déclaration-là. Donc l'apport des Outre-mer dans ce que les Lumières avaient produit de meilleur, c'était précisément l'universaliser. C'était un bout de papier important, mais qui était réservé, concentré uniquement aux Européens blancs, catholiques et peut-être aux hommes. Eh bien, les nègres d'Haïti qui se battaient pour la liberté ont universalisé la chose. Et Delgrès en Guadeloupe l'a fait. Et donc, l'exclave marron se battant pour la liberté a contribué, si j'ose dire, à faire briller de mille feux les textes des Lumières que la Révolution française a pu porter. Donc voilà des choses qui ne sont pas connues. Lorsque la première abolition se fait le 16 Pluviose en 1794, donc le 4 février 1794, pour être clair, on ne l'évoque pas ici à Paris. On n'évoque que 1848, la deuxième abolition. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite gêne. Parce qu'entre-temps, il y a eu Napoléon qui a rétabli l'esclavage. Ça gêne. Ça gêne partout, y compris dans mon parti politique. Dans la déclaration des principes, la nouvelle, rédigée il y a à peu près 4 ans ou 5 ans, j'ai pourtant dit ça à notre camarade Bergugno, qui est l'historien du parti. Pourquoi tu n'évoques pas 1794? Ça gêne. Il y a la césure bonapartiste et napoléonienne qui reste, c'est vrai, ici, une gloire de France, que je peux comprendre. Mais je n'oublie pas ce qui a été fait d'ignominieux. Et donc, ça aussi, ça mérite d'être rappelé. Troisième chose qui mérite d'être rappelée, et je le dis dans le livre, vous n'êtes plus tout à fait blanc. Et oui, que la France est devenue aujourd'hui un pays métissé. Beaucoup ont du mal à admettre cela. Parce que le fond de l'air a changé. Le climat a changé. Et on le voit bien à l'occasion de cette campagne des présidentielles, où les idées extrêmes ont, hélas, contaminé même les plus grands candidats et même un président sortant, je le dis comme je le pense. On a peur de voir que la France a été un empire colonial et qu'aujourd'hui, un retour de boomerang qui consiste à recevoir celles et ceux qui hier ont reçu en partage la culture française dans les conditions que l'on sait. Et donc, on a du mal à admettre que la démographie ayant changé, la société étant en train de changer sous nos yeux, mais le logiciel a du mal à être transformé. Donc je le dis dans l'ouvrage, et que Français, habituez-vous et changez de regard, parce que votre société a bougé, très sérieusement bougé, et que là, il faut... et que de la manière dont on traite les minorités dites visibles ici, c'est la manière dont on traite le monde. Donc c'est le rapport de la France avec la mondialisation qui est en cause. Et donc on le dit dans les derniers chapitres sur la francophonie, sur la mondialisation. Et que, oui, les décideurs gagneraient à relire Glissant sur la mondialité, sur la créolisation du monde. Mais ça, c'est de petites vérités que j'ai voulu dire. Vous faites aussi référence dans le livre, dans quel cadre constitutionnel et institutionnel l'Outre-mer a participé à la construction des idéaux républicains? Oui, c'est ce que je... Voilà. Ouais. C'est ce que je disais il y a un moment, tout au long de notre histoire.
depuis l'esclavage pendant la colonisation et après la départementalisation, on a apporté des idées neuves qui en matière institutionnelle, qui en matière culturelle, artistique, littéraire, mais aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, l'outre-mer est un laboratoire formidable. L'outre-mer préfigure ce que sera le monde de demain. Je le dis d'ailleurs, nos enfants ont les couleurs de demain, mais l'architecture et la gouvernance qui est aujourd'hui la nôtre, notamment par les habilitations. On a déjà des lois de région. La région Guadeloupe a publié une vingtaine de lois dans le journal officiel de la République française. Ça a force de loi. On a publié des règlements qui ont force de décret. Et donc, ça n'existe pas pour les régions et les départements hexagonaux. Et donc, on précède. Nous avons déjà un pouvoir normatif qu'on ne trouve pas dans l'Hexagone. Donc, il faut aller encore plus loin, tout en étant dans la République. Il faut aller plus loin que la décentralisation telle que Defer et Mauroy et Mitterrand l'ont fait. Eh bien, nous préfigurons déjà cela. Et en matière de fusion, j'évoque d'ailleurs la fusion dans un sens plus psychologique et symbolique, mais aussi en termes de gouvernance. On peut avoir une fusion département-région et créer comme en Martinique ou en Guyane des collectivités uniques. En 2014, il y aura une seule et même assemblée gérant les affaires de la Martinique et de la Guyane. Donc nous précédons, nous préfigurons et il me semble nous inaugurons une ère nouvelle en matière de gouvernance administrative. D'émergence. Oui, c'est même des modèles qui pourront être répétés. L'Alsace d'ailleurs vient de prendre une délibération pour dire nous aimerions fusionner le Haut-Rhin et le Bas-Rhin et nous aimerions, ils n'ont pas dit à l'instar de la Guadeloupe, avoir un scrutin mixte mariant le scrutin majoritaire tel qu'on le trouve dans les cantons du Conseil général et le scrutin proportionnel tel qu'on le trouve pour les élections régionales. Donc nous n'avons pas de complexe à avoir, au contraire, on a quelques longueurs d'avance dans ces registres-là, dans ces domaines-là. Et donc, je le dis, donc valeur d'exemplarité. Très bien. Lettre ouverte à mes compatriotes de l'Hexagone, vous êtes vous-même, hein, Monsieur le Président, un symbole de l'idéal républicain et l'exemple pour la jeunesse d'un parcours réussi dans la République. Quelle vérité montrez-vous à vos compatriotes dans Lettre ouverte? Une chose simple, croire en soi, être positif, être optimiste. Non pas béatement, un optimisme béat, là, vous attendez. Non, il faut croire en soi. Il faut les bons exemples. Et il faut poursuivre inlassablement son rêve. Aujourd'hui, les jeunes ont plus d'opportunités que nous n'en avions dans les années 50-60. Il y a toujours une main tendue. Il y a toujours une solidarité, et une solidarité active dans l'environnement immédiat de quelqu'un. S'il sait regarder et s'il sait saisir les mains, peut-être qu'il croit qu'elles sont invisibles, ces mains-là. Elles sont là et elles n'attendent qu'à être saisies pour progresser. Donc c'est un clin d'œil de volontarisme, d'optimisme, adressé aux jeunes et à celles et ceux qui nous lisent. Cela est plus vrai chez moi qu'ici. De l'autre côté de la rive, où on a tendance à cultiver la sinistrose, à cultiver le négativisme et à croire que l'échec, c'est toujours l'autre ou à cause de l'autre. Non, souvent, c'est au fond de nous-mêmes. Et je le répète, les obstacles, les bastilles, les chaînes sont dans nos têtes et au fond de nous-mêmes. Donc c'est un livre d'optimisme tempéré, mais d'optimisme quand même. Quel est votre regard sur les élections présidentielles? Je crois que vous êtes même en campagne. Oui, je suis très impliqué. Oui, très impliqué. C'est une campagne qui est ardente, qui est longue, en tout cas pour ce qui nous concerne, puisque mon candidat François Hollande a commencé il y a déjà très longtemps, en affrontant des primaires, mais avant, en se présentant. Il fallait convaincre le parti et ses sympathisants. Il a affronté ça victorieusement. Il faut tenir la distance. Bon, c'est un marathonien à sa manière, et donc il le fait. Moi, j'ai bon espoir, même si certains thèmes fondamentaux devraient être mis sur la table. C'est pas la priorité première que de distiller la peur de l'autre, la peur de l'étranger. Comme si depuis 20 ans, il y a 180 000 immigrés qui viennent ici. Ça n'a pas changé. Vouloir faire croire qu'on va descendre à 10 000 immigrés ou à 100 000, comme le prétend le président sortant devenu candidat,
c'est quand même un peu démagogique. Ce n'est pas la priorité des priorités. Vouloir imposer la sécurité, peut-être parfois à l'occasion d'événements dramatiques, c'est vraiment pas la priorité. Le coup de 2007 avec le vieux monsieur de Bordeaux qui avait été massacré à coups de parpaing, et on s'est rendu compte que c'était son neveu qui l'avait fait. Bon, c'est pas la priorité, c'est l'emploi. C'est le pouvoir d'achat. C'est le chômage. C'est l'insertion des jeunes. Ça, c'est clair. C'est la dette. C'est la gestion de la dette souveraine et c'est l'Europe. Ça, ces questions-là vont, si j'ose dire, contraindre la gestion et peut-être imposer, si j'ose dire, des solutions pas forcément désirées a priori. Bon, voilà les questions. Je crois qu'on l'aborde courageusement, qu'un projet a été soumis à l'appréciation des Français. Et pour ceux qui nous concernent, de l'autre côté, là aussi, 30 engagements ont été pris. La proposition numéro 29, déclinée en 30 engagements, améliorée récemment à La Réunion sur une sorte de priorité au recrutement local à compétences requises, pas à compétences égales, à compétences requises. On a nos nuances et nos différences. Et puis sur peut-être une taxation des plus-values à l'occasion des transactions foncières qui alimenterait un fonds pour l'installation des jeunes agriculteurs, pour lutter contre la spéculation foncière et immobilière. Tout ça, c'est du bon et j'espère que ce sera entendu. Monsieur le Président, l'hymne de la Marseillaise, vous connaissez ? Oui. On va faire juste une petite ironie là-dessus. Lettre ouverte à mes compatriotes. Français, réveillez-vous, notre pays a changé. Alors, est-ce qu'on peut dire aussi que nous sommes un petit peu dans l'hymne de la Marseillaise ? Non, on est dans tous les, si je veux dire, emblèmes de la République. Vous êtes dans sa devise. Liberté, égalité, fraternité. Vous êtes aussi dans l'hymne national. Vous êtes dans les fondamentaux sur les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Même si cette promesse républicaine a du mal à se traduire dans la réalité. Mais c'est un objectif, j'allais dire, continu. Il faut constamment se battre. Ce n'est pas vrai qu'on obtiendra l'égalité parfaite. Et donc, ce sera, bien entendu, un combat éternellement recommencé. Sur l'hymne, on sait ce qu'on a reproché à la Marseillaise. Le sang impur abreuve nos sillons. On sait que c'est historiquement daté et qu'il faut maintenant le prendre au second degré. Donc, ça ne veut pas dire que ce que nous condamnons et ce que nous cherchons à supprimer, le mot race, le sang, la France, c'est d'abord une idée. Ce n'est pas une couleur. Ce n'est pas une origine, ce n'est pas un sang, et c'est d'abord une idée républicaine sur l'égalité, sur la liberté et sur la fraternité. Donc voilà, même si parfois on chante et on dit les mots de la Marseillaise, mais on sait quelle distance, quelle distanciation il convient de prendre. Hein. Je fais référence justement à lettre ouverte à mes compatriotes de l'Hexagone parce qu'il faut bouger, il faut changer le constat. Alors voilà, pour moi c'était un petit peu dans ce sens-là. Oui, je comprends ça. On partage des symboles, mais on sait ce qu'il faut prendre avec le recul et avec la distance qui convient. Vous savez qu'actuellement, grand débat sur être ultramarin en Ile-de-France, quelle notion intégration pour vos compatriotes dans cette lettre ? Hier, on était avec le magazine Respect Mag et Terra Nova à la Bellevilloise, où la question a été posée sur la France métissée et sur l'intégration, ou sur l'assimilation, ou sur la fusion évoquée dans le livre. Bref, sur la nouvelle compréhension, la nouvelle relation, sur la nouvelle façon d'être, comment dirais-je, être prise en compte. Comment peut-on être français ou se sentir français ou être considéré comme français dans la France d'aujourd'hui. Et le problème se pose singulièrement pour les jeunes, notamment de banlieue, pas seulement en Ile-de-France. Il y a là une vraie problématique à poser, au point que ça a pu susciter des propositions de dire il faut un grand ministère de l'égalité réelle pour intégrer mieux l'immigration, j'allais presque dire, qui est plus visible, celle subsaharienne, de l'Afrique noire, du Maghreb, de l'Asie, des Caraïbes. Comment faire ? On nous dit, ça a réussi pour les Polonais, les Italiens, les Espagnols et les Portugais. Bon, pour nous, c'est plus compliqué parce qu'on reste visible. Comment être dans l'indivisibilité de la République sans être dans l'invisibilité ? C'est toute la dialectique qu'il faut trouver. Et c'est une question prégnante qui était aussi à l'origine de ce livre. Très bien.
Je vous laisse. Merci beaucoup, Monsieur Victorin Lurel. Merci. Patrick Caram, bonjour. Bonjour. Le dernier qui vient de sortir. Alors, vos impressions, vos réactions? On l'attendait, ce livre. D'abord, je ne l'ai pas encore lu, je vais le lire. Et je suis venu, même si nous sommes en campagne électorale, et même si Victorin Lurel soutient un candidat qui n'est pas le mien, moi je soutiens de manière déterminée Nicolas Sarkozy. Je suis venu parce que Victorin Lurel est un frère. Et qu'on ne peut pas ne pas être là quand un frère monte un événement aussi important. C'est la première fois qu'un homme politique d'outre-mer, écrit, s'adresse à ceux de l'Hexagone. Et ça, c'est un signe qui montre aujourd'hui qu'il y a un lien, il y a une continuité entre nous, ceux qui vivions ici et ceux qui vivent là-bas. Le signal que Victorin Lurel adresse à tous les Français de l'outre-mer, c'est un signal de rassemblement, c'est un signal de confiance, c'est aussi un signal d'unité. Et je veux le féliciter au-delà de nos désaccords politiques. Merci. Merci. Merci à Victorin Lurel, député et président de la région Guadeloupe. Dernier livre, Lettre ouverte à mes compatriotes de l'Hexagone, édition Armand Collin. Merci à l'équipe qui m'accompagne, à la librairie Orphy, Évasion littéraire. À la semaine prochaine.